Salut Pauline. Salut Mégane. Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Cette semaine, on parle de polyamour avec la journaliste et autrice Lucille Bélan, avec qui on avait déjà fait un épisode sur la masturbation féminine. En début d'année, elle a d'ailleurs sorti un livre sur le polyamour. Elle nous parle donc de cette orientation amoureuse au-delà des clichés et des préjugés. Depuis 10 ans maintenant, elle est polyamoureuse et a navigué entre ces questions, les schémas à déconstruire et le regard des autres. Elle nous donne aussi des conseils pratiques pour celles et ceux qui se trouveraient dans sa situation. Bonne écoute. Hello Lucille. Bonjour. Bienvenue sur Truc de Meuf pour la deuxième fois du coup, parce que t'es la première à nous avoir fait confiance et être venue à notre micro pour le premier épisode. Aujourd'hui on va parler du polyamour. Est-ce que juste avant de commencer, tu pourrais te représenter pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode ? Alors, je m'appelle Lucille Bélan, je suis journaliste. J'ai fait des podcasts, mais je travaille principalement à l'écrit sur Internet. Et j'ai sorti plusieurs livres sur la sexualité, sur l'intime, qui est un peu mon sujet général de travail. Et puis, après, sur moi, j'ai 37 ans, j'ai 3 enfants, je suis bisexuelle et je suis polyamoureuse. Et justement, on est là pour parler du polyamour aujourd'hui, puisque tu as sorti en début d'année, si je me trompe pas, un ouvrage sur le sujet. Déjà, est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer ce que c'est le polyamour pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler ? Le polyamour, tout simplement, c'est la capacité à pouvoir aimer plusieurs personnes en même temps. C'est globalement quelqu'un qui va être amoureuse de 2, 3, 10 personnes en même temps et donc composer sa vie avec ça. Et puis il y a un truc qui va avec le polyamour, c'est une sorte d'éthique relationnelle. C'est globalement un système, alors contrairement à un système de monogamie exclusive où on peut avoir des tromperies à côté, des infidélités, là dans le polyamour, tout le monde est consentant, tout le monde est au courant et ça change complètement le rapport du coup aux autres et à la relation. Est-ce qu'on peut dire que c'est une orientation sexuelle ou pas du tout ? Je dirais plutôt que c'est une orientation amoureuse. C'est un terme que j'ai entendu hier soir et que j'aime beaucoup. Moi, je considère que ça fait vraiment partie de mon identité maintenant. Je suis polyamoureuse, c'est ce que je suis. Et même quand je ne le pratique pas de façon active, j'estime que je le suis encore, puisque je pratique quand même l'éthique relationnelle qui va avec. Donc du coup, je pense qu'on est plus proche en tout cas de l'orientation amoureuse. Et du coup, dans ton ouvrage, tu expliques ce qu'est le polyamour, tu parles de ton parcours, qu'est-ce qu'on peut y retrouver et pourquoi tu as choisi d'écrire un livre dessus ? J'ai voulu raconter pourquoi on était monogame déjà, d'où ça venait, à quel point on pouvait le remettre en cause justement facilement. Quand on comprend d'où ça vient, on se dit mais en fait pourquoi on se tape ça depuis des années sans en tout cas réfléchir à pourquoi et à si ça nous correspond. C'est surtout ça le problème. J'ai parlé de mon expérience, mais je parle aussi il y a plusieurs personnes qui témoignent dans ce livre aussi de leur expérience à elles et eux. Je parle d'organisation. Parce que du coup, il y a tout ce truc, c'est que même avec la meilleure théorie du monde, on peut faire un essai sur le polyamour et sur pourquoi c'est génial, mais il faut aussi dire comment on fait, parce que là, pour plein de gens qui sont en couple, ou qui sont en couple avec des enfants, on se dit, mais on n'a pas le temps, on n'a pas la place, on sait pas, en fait. Donc, je parle d'organisation, j'ai presque 10 ans de polyamour derrière moi, des relations qui sont soit courtes, soit longues, donc j'ai quand même de l'expérience sur pas mal de sortes de relations. Et du coup, je donne mes petits tips d'organisation. Je parle aussi donc du coup de ce que ça peut apporter aux enfants. En l'occurrence, d'être une famille polyamoureuse, ça peut apporter des choses aux enfants. Et on a dans certains pays, en l'occurrence au Canada, aux États-Unis, des retours sur des gens qui sont maintenant trentenaires et qui sont des enfants issus de foyers polyamoureux. Pour l'instant, en France, c'est très peu le cas. On en parle très peu, puis il y a globalement beaucoup de tabous sur cette question. Mais il y a du coup des livres dans des supports en anglais qui existent, et je voulais parler de ça aussi, des retours qu'on avait aussi également de Françoise Saint-Père, qui est un peu la papesse du polyamour en France, qui est une dame qui a écrit sur le sujet, qui a commencé à écrire sur le sujet, je pense, dans les années 80 ou 90, mais qui du coup a sorti plusieurs livres, donc dont Aimer plusieurs hommes, par exemple, qui est un très bon livre, mais qui pour le coup, moi, me parlait moins parce que je ne suis pas hétérosexuelle et ça m'enfermait, et aussi parce que, en fait, je trouve que la société a déjà un peu changé depuis cette époque-là, ne serait-ce qu'en termes de pure contingence matérielle, et en l'occurrence, quand on peut pas avoir 3 ou 4 appartes et les financer, à un moment, il faut réfléchir à comment on fait, en fait. Donc ce livre, il parle un peu de tout ça, et pourquoi j'ai voulu le sortir, c'est parce que un peu pour faire un bilan.
à titre personnel de ce que j'avais vécu, ce que ça m'avait apporté, comment j'avais grandi avec ça. Je pense que l'intérêt du polyamour, c'est de se dire qu'aussi on fait parfois des erreurs et donc du coup on apprend de ces erreurs et je voulais raconter ça aussi. Et puis aussi parce que on a encore une fois très très peu de matériel en France sur le sujet. Du coup, en fait, quand on est hétéro et d'un milieu un petit peu bourgeois, il y a Françoise Saint-Père, mais en l'occurrence, si on n'est ni l'un ni l'autre, il y a pas grand-chose, quoi. Il y a quelques blogs, il y a des témoignages sur Internet, il y a des TikTok maintenant qui parlent de la pure théorie, mais je voulais raconter en fait ce que c'était d'être une femme trentenaire, bientôt quadra, qui a des enfants, qui veut monter une vie somme toute assez classique ou en tout cas assez banale, mais qui en plus vit son polyamour, quoi. Et du coup, tu nous disais que ça fait 10 ans que tu le pratiques. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment ça s'est passé, comment ça a commencé, et puis après, comment ça a évolué pour toi? Ça a commencé tout simplement parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un. On se réveille pas un matin en se disant je suis polyamoureuse. D'ailleurs, globalement, je connaissais pas le terme, ni la théorie, ni le terme quand ça m'est tombé dessus. C'est bien une réponse aussi qu'on peut faire aux personnes qui disent il y a des effets de mode. En fait, quand ça m'est tombé dessus, j'avais vraiment zéro effet de mode déjà de base. Et en plus, je ne savais pas que ça existait. Mais j'étais donc mariée avec un homme. Je venais d'avoir mon 2e enfant et j'ai commencé à parler avec une femme sur Twitter que j'ai trouvé très drôle. On a parlé, puis on est passé en DM et puis après il y a eu de la séduction et j'ai décidé de la voir en vrai. Quand on s'est vu en vrai, donc on a passé une soirée, une nuit ensemble avec le consentement de mon mari à l'époque. Et puis le lendemain matin, j'étais convaincue que j'étais amoureuse d'elle ou je commençais à tomber amoureuse d'elle, en plus d'être amoureuse de mon mari. Et j'ai été très déstabilisée, ça a été très dur parce que je ne savais pas si ça voulait dire qu'il fallait que je quitte mon mari. Ou si j'étais en train de faire de la merde en fait, ou si j'étais en train de me mentir, ou si j'étais en train d'exploser mon modèle familial parce que j'avais quand même des enfants petits. C'était très très bouleversant pour moi à cette époque. Et j'ai eu une grande conversation avec mon mari à cette époque-là, enfin même le jour même en fait. Et mon mari m'a dit je te prends au sérieux, je prends tes sentiments au sérieux. Je pense que c'est vrai ce que t'es en train de vivre et je pense qu'on peut se donner les moyens de le faire, de le vivre. Donc je vais t'accompagner et on va faire ça ensemble. Et j'ai eu une discussion évidemment avec la jeune femme qui était concernée aussi de l'autre côté, qui a trouvé pareil, que c'était une bonne idée, qu'on pouvait le faire. Et cette histoire a duré 6-7 mois. Du coup, de son côté, ton mari, il avait déjà une des expériences dans ce sens-là où c'était vraiment très nouveau et là, c'est vraiment la compréhension, l'écoute et tout ça qui permettent que ça soit possible. Alors pas du tout, hein, c'était exactement comme moi, c'est-à-dire que lui s'est construit dans un modèle très classique avec une relation longue avant qu'on se mette ensemble, qui s'arrête et puis du coup nous on se construit un peu sur les cendres de ce qu'il y avait avant. Je pense que c'est ça qui a joué en fait, c'est que quand on s'est mis ensemble, on sortait tous les deux d'une relation longue qui marchait plus et dans laquelle tous les deux, on avait continué à essayer de la faire durer, à essayer de sauver les meubles, à essayer ce qui fait du mal en fait, ce qui fait du mal à tout le monde. Et donc, quand on se met ensemble en se disant, on sera pas comme ça, on fera pas ça et on se fera pas vivre ça. Et surtout, on va continuer à se parler. Donc en fait, je suis tombée enceinte très très vite quand on s'est mis ensemble, je suis tombée enceinte au bout de 15 jours. Et à ce moment-là, on a pris la décision parce qu'on savait pas si on s'aimait si fort qu'on allait rester ensemble toute la vie ensemble. On savait pas si notre histoire d'amour allait durer. Par contre, on savait qu'on voulait être des coparents ensemble. Et donc ça, c'est toute une logique de relation. Dès le départ, on s'est dit, on va se parler, on va construire ensemble et on se mentira pas, quoi. Mais encore une fois, c'était pas dans le cadre d'une discussion sur le couple libre, une discussion sur le polyamour. C'était juste, on a conscience qu'on peut avoir un coup de cœur en dehors de notre histoire parce qu'on l'a vécu, sinon on serait pas ensemble. Et du coup, on se le dira et on avisera, quoi. Comment ça se passe pour toi, du coup, psychologiquement, moralement, quand tu te rends compte que tu es en train de tomber amoureuse de cette femme et que tu es avec aussi ton mari? Est-ce que tu te fais accompagner? Est-ce que juste tu te fais confiance et tu te dis c'est cool ce que je suis en train de vivre et puis on verra comment ça se passe? Je pense que les premiers jours, j'ai fait que pleurer. Je pense que vraiment, du moment où j'ai quitté l'appart, je me souviens précisément du moment où j'ai fermé la porte de l'appart de cette jeune femme pour retourner chez moi, fallait que je prenne un train. J'ai pleuré de moment où la porte se ferme, juste dans le train, j'ai pleuré. En arrivant à la maison, mon mari a ouvert la porte, il m'a regardé, j'ai éclaté en sanglots. Enfin, vraiment, pour moi, il y a ce truc de... je suis en train de
tuer ma vie. Vraiment, j'étais en train de me dire, on va me prendre mes enfants. Je suis en train d'exploser mon couple que j'essaye de faire marcher depuis... donc c'était 3 ans à l'époque. Enfin, vraiment, j'étais dévastée, quoi. Je me suis dit, mais tu vas encore tout gâcher, en fait. Donc, j'étais pas bien. Clairement, j'étais pas en kiff. Même si je sentais le sentiment amoureux grandir, et donc c'était quelque chose de positif, mais j'étais pas du tout en kiff à ce moment-là, donc pas capable de l'entendre. Et je me suis pas fait accompagner, parce que je me suis dit que c'était déjà bizarre, en fait. Parce qu'à l'époque, je me suis dit, je vais jamais trouver un psy qui va m'entendre et qui va me dire autre chose que vous faites de la merde. Vraiment, je me suis dit qu'en tout cas, la seule personne qui aurait confiance en moi et avec qui je pourrais construire ça, c'est mon mari. Et donc, ça a été la personne à qui j'ai le plus parlé de ça, avant d'avoir un peu cette approche très journalistique que je peux avoir, de chercher le max d'infos, de chercher des précédents, de chercher ce que c'était, ce que ça voulait dire, est-ce que des gens l'avaient vécu, comment ils s'étaient organisés, parce que évidemment, ça peut paraître assez peu romantique de dire comment on s'organise dès les premières semaines, mais en vrai, quand on a 2 enfants, c'est le premier truc, quoi, comment on fait. Et donc, ouais, ça a été nos premières conversations, ça a été ça. Une fois qu'on a acté que c'était bon, qu'on allait le faire, les conversations, c'était comment on s'organise vraiment, parce que ça pose plein de questions sur... moi, j'avais envie d'avoir des nouvelles de mes enfants régulièrement, même quand j'étais pas là, mais en même temps, mon mari se sentait mal à l'aise de m'envoyer des messages avec des photos des enfants, alors qu'il savait pas du tout ce que j'étais en train de faire de l'autre côté. Et donc, il m'a dit, j'ai pas envie de t'envoyer une photo de ton fils trop mignon alors que t'es au lit avec quelqu'un. Enfin, donc, toutes ces problématiques se posent, et donc, faut trouver des réponses très concrètes tout de suite. Et on a essayé un peu de bidouiller nous-mêmes, quoi. C'est là toute la créativité du polyamour, c'est que globalement ça se construit autour de relations qu'on vit avec des gens, et ça oblige à être hyper créatif parce que t'as pas de code. Il y a des codes éthiques, mais après sur le reste c'est YOLO, quoi. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez un peu machinalement établi une liste de règles, on a le droit de faire ci, on a le droit de faire ça, qui peuvent après évoluer, ou est-ce que vous y êtes allé au feeling en fonction de comment les choses se présentaient? Moi, j'avais trop peur de perdre soit l'un, soit l'autre. Donc, il était hors de question que j'y aille au feeling. Ça aurait été génial, hein, mais je ne me sentais pas capable parce que j'avais vraiment trop peur de perdre qui que ce soit. Et donc, du coup, pour me donner ces chances qu'on puisse rien me reprocher, que j'ai pas fait n'importe quoi, me dire moi-même que j'avais pas fait n'importe quoi, je me suis fait des règles, donné des règles. Par exemple, j'avais une règle très arbitraire, que j'ai encore d'ailleurs aujourd'hui, qui est la règle des 24 heures, c'est-à-dire que je ne couche pas avec... si j'ai couché avec quelqu'un, je couche avec personne d'autre dans les 24 heures qui suivent. Parce que j'avais besoin de me sentir... un peu de nettoyer la tête, c'est un truc de santé mentale, de prendre plusieurs douches, de faire ma vie et de reprendre avant de pouvoir partager un moment d'intimité avec l'autre personne. Donc la règle des 24 heures, c'est un truc qui est resté chez moi. Je sais qu'il y a personne d'autre la pratique, enfin genre, peut-être que des gens la pratiquent sans mettre un nom dessus, mais globalement, c'est ma règle personnelle. Il y avait... je sais même plus... Non, il y avait pas tant de règles que ça, à part ce truc de communication permanente aussi, on se tient au courant, on se dit les choses. Moi-même, au tout début, je me suis donné des règles assez nulles, qui ont évidemment explosé très vite, d'être toujours disponible, à la fois intellectuellement et physiquement pour mes partenaires. Et parce que je me disais, par exemple, ma compagne, je la voyais que un week-end sur 2. Et donc, il était hors de question que le week-end sur 2 où j'étais avec elle, j'ai mes règles, je sois hyper crevée et je sois blasée de la vie et je vais rester en pyjama tout le week-end. Dans ma tête, c'était impossible de l'imaginer. Je me disais, elle passe trop peu de temps avec moi pour que je lui amène que du temps pourri. Et donc, du coup, je me suis obligée à cette espèce de standard hyper dur pour moi. Et ouais, au bout de 2-3 mois, j'ai eu un moment de grand épuisement. J'ai beaucoup, encore une fois, j'ai recommencé à chialer et à pleurer dans ma baignoire et tout. Je vais jamais y arriver. Et en fait, c'était de l'épuisement parce qu'on peut pas s'obliger à ça. Et donc, j'ai découvert qu'une partie du polyamour, c'était aussi tu vis plusieurs histoires, mais t'apprends aussi que l'histoire que tu vis aussi, la majorité du temps, c'est avec toi. Et donc, du coup, t'as un besoin viscéral de passer du temps avec toi et d'avoir du temps de calme, libre. Et c'est marrant. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose que j'avais totalement oublié dans la maternité, par exemple. Ou dans le couple monogame exclusif. Pour moi, j'étais consacrée à mes enfants, j'étais consacrée à mon mari. Et j'ai découvert avec le polyamour qu'en fait, non, j'avais le droit d'avoir du temps pour moi. Oui, parce qu'en fait, tu sors de ta sphère familiale pour aller ailleurs. Donc forcément, la question, elle se pose aussi de qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que tu as envie de faire de ce temps qui est pas avec ton foyer finalement.
Alors, effectivement, il y a ce temps à côté que je passe avec une autre personne, déjà, globalement. Il y a la culpabilité de se dire, mais du coup, à la maison, on s'occupe d'enfants, on change des couches, c'est la vie courante de base de parents d'enfants petits. Et moi, d'à côté, quand je pars le week-end, je vais faire la fête, on sort, on va danser. Et je trouvais ça un peu injuste. Et c'est vrai que pareil, au début, il y a eu une grande réflexion à me dire, ah, en fait, c'est pas juste, peut-être que c'est pas bien. Et en fait, après, on réfléchit et on se dit, mais en fait, les relations, elles ont pas commencé en même moment. On vit pas les mêmes choses avec tous les gens et on peut pas avoir cette égalité parfaite de mood, d'activité, de choses comme ça. Et en fait, l'important, c'est l'amour. Donc c'est un truc que j'ai dû déconstruire en cours de route. Mais cette première relation, elle a servi beaucoup à ça, malheureusement. Elle a servi à beaucoup de déconstruction. Parce que c'était nécessaire, parce qu'il fallait le faire. Ça a été un peu le crash test, malheureusement, parce que du coup, ça a fait que cette relation n'a pas pu durer. Mais de toutes ces choses que je croyais évidentes, si je vis 2 histoires, du coup, il faut qu'elles soient à la même intensité, donc une égalité parfaite qui est impossible. Si je suis en dehors de la maison, je suis forcément avec ma compagne, et donc je ne suis pas toute seule à un café ou machin, parce que pourquoi j'aurais en plus le droit d'avoir du temps toute seule? Ce serait quand même méga déconnant de ma part de demander un truc pareil. Toutes ces choses-là, ça a été des déconstructions dans la douleur, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est assez douloureux de déconstruire des choses. On remet en cause son éducation, on remet en cause ce qu'on a fait sur des années, on se dit qu'on a, du coup, on a fait de la merde, en fait. Vraiment, enfin, quand on déconstruit, souvent, on se rend compte qu'on déconstruit des choses qui nous vont pas. Et ça a été une période assez, à la fois très heureuse, avec des vrais moments de joie, partagés avec mon mari, ma compagne, qui sont devenus très amis à ce moment-là, et donc, du coup, qui ont fait qu'on a pu partager des moments ensemble géniaux. Et à côté de ça, dans ma tête, ça charbonnait tout le temps mais du coup, ça vient d'où ce que tu fais? Pourquoi tu t'obliges à ça? Pourquoi tu te sacrifies comme ça? Et est-ce que tu peux pas construire un truc où tu te sens un peu mieux? Et en vrai, ce travail-là, ça prend des années, en fait. C'est même pas une question juste de thérapie, c'est une question ça prend son temps. Il faut accepter de remettre en cause les trucs, et c'est pas un gros paquet c'est vraiment question après question. Et moi, je le garde un peu en toile de fond dans ma tête. Je pense que je déconstruis encore des choses régulièrement, même si j'ai bien avancé sur cette question. Mais du coup, ouais, c'est un vaste chantier. Et en plus, tu te rends compte quand tu commences que c'est un vaste chantier, et tu te dis, est-ce que vraiment je me lance dans un dossier pareil, alors que je pourrais juste faire comme tout le monde et rester à la maison et m'occuper de mes gosses, vraiment sans remettre en cause des trucs. Surtout si en plus tu te prends des critiques et que les gens te disent que tu fais de la merde. Il faut avoir envie. Et donc ça, c'est ce qui t'est arrivé. Là, t'as reçu du jugement négatif sur le polyamour en général, la relation que t'avais choisi de vivre. Parce que moi, j'ai choisi de la vivre au grand jour tout de suite. Il était hors de question, mais complètement hors de question pour moi, que dans ce choix, je traite ma compagne comme ma maîtresse. J'aurais pu, on m'a dit, mais pourquoi tu le fais? Enfin, tu peux le faire, mais fais-le en mode caché, quoi. Enfin, mes parents, par exemple, ils m'ont dit tout de suite, mais vraiment, est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Et c'était pas les seuls à m'avoir dit ça. Les gens m'ont dit, mais en fait, fais comme tout le monde. Genre, vraiment, t'as pas besoin de le raconter, quoi. Et j'ai beaucoup répondu à cette époque, et je le disais moins de façon claire comme ça, mais j'ai aimé cette femme, très fort. J'étais très fière d'elle et très fière de notre relation. Il était hors de question que je la cache. Et pour moi, et c'est là que j'ai découvert que j'étais vraiment polyamoureuse aussi, parce que j'aurais pu évidemment vivre une histoire de tromperie de base, ou même pas une tromperie parce que mon mari était d'accord, mais où j'aurais pu avoir cette histoire un peu cachée du monde, et je voulais pas du tout. C'était, pour moi, ça aurait été vraiment ne pas la respecter elle, et ne pas nous respecter nous. Donc ça a été tout de suite très clair pour la majorité des gens. Il y a eu plusieurs un peu coming out successifs à différents milieux, dans la famille, dans les amis, dans le milieu du travail. Alors vous allez vous dire, on se lève pas un matin en disant, bon alors maintenant aujourd'hui je l'annonce à 5 nouvelles personnes. Puis c'est pas une conversation que t'arrives, tu débarques avec ça et tout. C'est souvent des conversations où malgré toi t'es obligé de dire où tu vas, par exemple. Moi, ça m'arrivait qu'on me dise, mais du coup t'es où ce week-end? Et donc là fatalement, je répondais la vérité. Où au début, on arrangeait un peu, on trouvait des petites parades, et puis après, assez vite, on a fini par dire la vérité. Mais globalement, j'ai toujours été un peu forcée de le dire, parce que il y avait des raisons. Mes parents qu'appelaient et j'étais pas à la maison. Donc au début, mon mari éludait, et puis après, en fait, pareil, on a fini par le dire, parce que je voulais le dire, parce que je disais, au fait, la fois où vous avez appelé, j'étais pas là, j'étais avec quelqu'un d'autre, parce que j'aime quelqu'un. Et là, il faut avoir la grande conversation de qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que ça bouleverse quelque chose.
est-ce que ça change ma vie de famille? Est-ce que ça veut dire que je vais quitter mon mari? Est-ce que ça veut dire que je vais partir avec mes enfants sous le bras? Enfin, globalement, il y a ce truc très dramatique tout de suite. Les gens, ils sont là, genre, mais le divorce, comment vous allez gérer le divorce? Comment vous allez gérer les enfants et tout? Et donc, c'est vrai que cette conversation, je l'ai eu assez peu aussi, pareil, poussée, parce que au bout d'une ou deux fois, je me suis dit, non, mais j'ai pas du tout envie de parler de trucs qui ne va pas arriver maintenant du tout. J'ai pas envie de me retrouver à stresser pour un divorce qui n'est pas du tout sur la table aujourd'hui, et puis de partir dans la dramaturgie, alors qu'en réalité, on parle juste de gens qui s'aiment et qui sont heureux, quoi. Donc, il y a eu tous ces coming out, toutes ces discussions, il y a eu beaucoup de retours assez négatifs, plein de sortes, et puis avec les années, je suis devenue un peu plus publique là-dessus, j'en ai parlé dans mon travail, j'en ai parlé, du coup j'ai sorti un livre sur le sujet, et là les retours sont encore plus négatifs, du coup par internet, les commentaires on connaît, mais j'ai découvert des réactions que je m'attendais pas à découvrir là-dessus, c'est-à-dire que très vite il y a des gens qui répondent oui, si vous autorisez ce genre de truc, on va autoriser la zoophilie. Parce que c'est la porte ouverte au bordel, c'est le chaos. Il y a des gens qui disent c'est quoi la différence avec la polygamie, mais ils le disent de façon méchante, négative. C'est genre oui, c'est du polyamour parce que vous êtes une femme blanche. Si vous étiez un homme racisé, ce serait de la polygamie. Et donc je me retrouve à expliquer tous ces trucs tout le temps, et puis beaucoup d'attaques sur le physique aussi, puisque du coup, quand tu remets en cause l'ordre établi, quand tu arrête d'être une femme qui est censée être séduisante pour les hommes dans un monde hétéro-patriarcal, donc comme celui où on est, et bien du coup tu deviens une menace. Donc on finit par te dire mais en fait juste t'es moche, ou c'est pas possible que plusieurs personnes t'aiment parce que t'es trop moche, et tu reçois comme ça des dizaines, des centaines, des milliers de commentaires sur des années. D'ailleurs, avant qu'on te voit, je suis tombée là-dessus sur un extrait dans une émission assez connue. Il me semble que c'était animé par Laurent Ruquier, alors je me rappelle pas du nom, mais il parlait de ton livre, et effectivement, il y a un des invités qui était là qui dit très clairement oui, c'est une salope. Et en fait, ça m'a déjà beaucoup énervée et choquée. Je me suis dit, mais comment, enfin, c'est vraiment un jugement. Enfin, quelle différence entre ça et le fait d'être infidèle? C'est que tu vis les choses en étant honnête, et je trouve que c'est d'une hypocrisie monstrueuse en fait d'émettre des jugements comme ça, et le fait que tu sois une femme en plus, à mon avis, ça doit avoir un impact aussi sur le jugement des gens, quoi. Il y a une facilité à être un homme polyamoureux. C'est-à-dire que c'est jamais facile le polyamour. Mais globalement, quand t'es un homme polyamoureux, t'es aussi un sacré vénard. Il y a cette vision, elle existe, elle est encore présente. Je pense qu'il y a très peu d'hommes polyamoureux qui n'admettraient pas une chose pareille. Par contre, quand t'es une femme polyamoureuse, oui, t'es forcément une salope déjà. Et puis du coup, t'es une profiteuse, tu enlèves des hommes sur le marché des célibataires, tu t'aimes trop le sexe, c'est dégueulasse. Il y a plein de trucs que t'entends, et effectivement, tu te prends dans la tête toute cette misogynie, tout ce sexisme, pour que tu reviennes à ta condition première qui est t'occuper de tes enfants et de ton mari. Et vraiment, c'est très très clair. C'est un niveau de violence dont le but est clairement de te faire revenir chez toi à la place qui t'a été assignée. Et du coup, donc là, tu parlais de l'annoncer effectivement en public et à tes proches. J'imagine aussi que la conversation, tu l'as eue avec tes enfants. Et les enfants sont souvent bien plus compréhensifs que les adultes. J'aimerais savoir du coup, est-ce que tu leur en as parlé tout de suite? Comment tu l'as amené? Comment ils ont réagi? Quelles ont été leurs questions? Alors, mais il faut savoir que mes enfants ont grandi là-dedans. C'est-à-dire que au moment où je tombe amoureuse d'une femme et que je me découvre polyamoureuse, du coup, j'ai un fils qui a quelques mois à peine, et un autre enfant qui a du coup 2 ans et quelques. Donc, c'est pas des conversations que t'as avec un enfant de 2 ans. Enfin, pour les gens qui connaissent les enfants de 2 ans, t'as assez peu de conversations de base profondes, quoi. Et donc en fait, ça a été très vite ce truc de maman a plusieurs amoureux ou plusieurs amoureuses. Au début, c'était ça. Il y a eu cette normalité assez vite en fait, il y a un adulte de confiance s'est rajouté dans le cercle familial, et c'est chouette. Et les enfants ont pris à chaque fois, à leurs âges respectifs, les avantages. C'est-à-dire qu'un nouvel adulte qui arrive et qui par hasard aime les jeux vidéo, trop bien. Un nouvel adulte qui arrive et qui aime lire des histoires, trop bien. Et donc, c'est vraiment ça qui s'est passé. Ils ont grandi là-dedans. Mon 3e enfant, ma fille cadette, elle a donc maintenant 7 ans. Et là, pour le coup, elle m'a toujours connue polyamoureuse, et elle a toujours connu une histoire parallèle. En fait, j'ai été pendant 5 ans avec son père et avec mon compagnon actuel. Donc, pour elle, ça a toujours fait partie de sa réalité, de son modèle de famille. Donc, il n'y a même pas eu de conversation genre on est différents, on va en parler sérieusement ou quoi. C'est plus... aujourd'hui, c'était plus des trucs du genre...
quel est le rôle de qui, quelle est l'étiquette exacte des gens. Il y a plus eu cette question-là de comment on définit les choses. Et donc là-dessus, moi, pareil, je suis très claire. Il y a le père de mes enfants, mon amoureux, et ainsi de suite. On met des étiquettes pour les rassurer, pour rationaliser. Mais en vrai, c'est ce que j'explique beaucoup aux gens. Mes enfants, ils sont de la génération qui a grandi avec des modèles de famille déjà tous différents. C'est-à-dire qu'à l'école, il y a très très peu de parents qui sont déjà encore ensemble. Donc avec des familles qui sont séparées. Certains sont séparés, sont fâchés, certains sont séparés, habitent en face l'un de l'autre. D'autres, c'est des familles complètement monoparentales, d'autres homoparentales. C'est pas du tout les mêmes schémas, mais c'est globalement des familles qui ne sont pas dans la famille un papa et une maman à l'ancienne, et ou qu'on a beaucoup voulu nous vendre. Et donc du coup, mes enfants, ils se disent, on est juste un peu un modèle supplémentaire, quoi. Et du coup, c'est pareil, j'imagine que quand il y a une séparation, c'est un peu la même chose que quand les parents se séparent, même si le lien est pas le même, de dire la personne, elle sort de la vie des enfants. Comment tu gères ce genre de choses qui peut pas être simple? Alors j'ai eu un peu de la chance pour l'instant qu'il n'y ait pas eu de grande séparation à un âge où ils s'en rendent vraiment compte. Mais ça a été un vrai débat parce que évidemment que c'est un risque qu'on prend quand on se met avec d'autres gens, et c'est une peur quand on est parent. Enfin, il y a aucun parent que je connaisse qui se dise ça risque de les déstabiliser ou de les fucker toute la vie, mais c'est pas grave. Bien sûr que j'ai pensé à toutes les implications que ça pouvait avoir, et en l'occurrence ça n'est pas arrivé. En fait, le cas de figure qui s'est passé, c'est que du coup nous on s'est séparés avec leur père. Et là pareil, en fait on s'est séparés mais un peu à la mode polyamour, c'est-à-dire qu'on a beaucoup discuté. Il a beaucoup été question d'organisation, de discussion, de respect pour qu'on reste des bons coparents ensemble, et donc on s'est séparés aussi avant de se détester. Ce qui est le cas de malheureusement beaucoup de couples, c'est que tu prends la décision mais dès que c'est le truc vital, le dernier truc que tu étais censé faire. Et en l'occurrence nous moi en tout cas j'ai refusé ça. Je me suis dit on va se quitter au moment où on a conscience qu'il faut le faire, même si on pourrait peut-être faire perdurer 6 mois, 1 an de plus, on va pas s'engueuler devant les enfants par exemple, on va pas en arriver à ce stade-là. Et donc du coup ça nous a fait beaucoup de bien, parce que notre séparation c'était pas facile, c'était douloureux et tout, mais sur d'autres plans ça a été assez apaisé, et ça nous a permis de nous apaiser aussi avec les mois, avec les années. Et donc les enfants là à ce moment-là, les cartes étaient rebattues, parce que du coup j'avais plus 2 amoureux dont leur père. Et donc là pareil, je sais qu'il y a une fois on était au resto, c'était dans le cadre de la séparation, et je crois que c'était mon fils du milieu qui a dit du coup c'est qui pour nous maintenant ton compagnon, parce qu'il voulait savoir, ça changeait les choses. Donc est-ce que ça voulait dire que c'était et en fait le seul truc qu'on a changé pour eux, c'est que ils se disaient pas leur beau-père avant, et que maintenant du coup c'est techniquement leur beau-père. Oui, parce que les enfants ont juste besoin de comprendre la communication de tout ce que tu nous as dit. De toute façon, ça a l'air d'être la clé, la base, le plus important quand on s'essaye au polyamour, en tout cas. Oui, et puis il y a un élément important qui est que la voix des gens compte. Et donc la voix des enfants compte. Moi je sais qu'il y a aussi eu un truc, c'est que je pars pas du principe que c'est naturel que mes enfants m'aiment. Je considère que c'est à moi de gagner leur amour et leur respect, et donc ça paraît, enfin moi ça me paraît évident quand je le dis, mais en réalité c'est pas évident pour plein de gens. Et donc du coup je considère que notre relation, elle doit, comme une relation amoureuse, comme une relation amicale, elle doit se nourrir, elle doit être du coup nourrie par les deux parties. Donc en fait aujourd'hui on arrive à une relation où on se respecte en tant que personne pour plein de trucs. Ça peut aller de il me demande comment je vais, il me demande vraiment parce qu'il s'en soucie, ou moi aussi de l'autre côté. Et ça peut être aussi le fait qu'ils aient pas peur de me parler des choses quand il se passe un truc important dans leur vie. Et donc moi de mon côté, j'ai le même contrat avec eux, c'est-à-dire quand il se passe un truc important dans ma vie, je leur en parle. Alors à chaque fois avec le niveau de langage qui va avec l'âge de l'enfant, mais globalement c'est hyper important en fait cette communication, et ça l'est aussi avec les membres les plus petits, les plus jeunes de la famille. C'est pas qu'un truc d'adulte, c'est un truc de modèle de famille en fait, ce qu'on appelle le polycule, qui est en gros la famille recomposée, polyamoureuse, avec toutes les compagnes, les compagnons qui s'ajoutent. Moi je considère, c'est très personnel, mais je considère que toutes les formes d'amour ont leur place dans le polycule, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale. Et donc du coup je reconstruis mon polycule avec ça, parce que pour moi l'amour, qu'il soit amical, amoureux, sentimental et filial, c'est le même matériau, c'est la même chose quoi. Et il y a les mêmes implications à chaque fois, c'est-à-dire que les relations, tu peux pas les laisser comme ça et estimer qu'elles te sont acquises pour toute la vie. C'est des relations qu'il faut faire grandir, qu'il faut développer, et c'est des gens qu'il faut respecter
respecter, ce qui est hyper important. Ça paraît, encore une fois, ça me paraît des évidences à dire, ça me paraît des trucs hyper gros, mais en réalité, on se rend compte que déjà on considère que les enfants, ils sont censés nous aimer, alors que voilà, ils sont censés nous respecter alors qu'ils nous connaissent pas du tout en tant que personne, ils savent pas ce qu'on aime dans la vie, ni ce qu'on n'aime pas, ni ce qu'on ressent. Il y a plein de gens, plein d'adultes qui estiment que c'est vraiment pas du tout à leurs enfants de savoir ce qu'ils ressentent, alors que je trouve que c'est important pour les enfants de dire tu peux exprimer ce que tu ressens et du coup moi je ferai pareil en retour. Et il y a plein de gens aussi qui estiment que quand t'es en couple monogame exclusif, en fait après t'es posé pour la vie et on remet jamais en question le truc et on en discute pas au fur et à mesure, et aussi tu finis par perdre tes amis au fur et à mesure, parce que pareil, les amis sont moins importants que ta relation amoureuse. Il y a ce truc comme ça très codifié de la famille, du couple, qui est hyper enfermant, et que le polyamour explose un peu en remettant sur la table toutes les relations qu'on puisse avoir et toutes les formes d'amour qu'on puisse avoir. Pour revenir un petit peu sur les enfants et comment vous avez fonctionné avec eux en tant que, toi par exemple, en tant que polyamoureuse, question toute bête, mais par rapport à l'école par exemple, comment ça se passe ? Est-ce que, je sais pas, vraiment très bêtement, une fête d'école, est-ce que vous y allez tous ensemble ? Ou est-ce que par exemple les enfants ont déjà eu des soucis ou des regards pas forcément bienveillants de la part d'autres familles par exemple ? Et comment vous les accompagnez par rapport à ça ? Alors, on n'a jamais vécu le cas de figure de malveillance, de harcèlement scolaire, de choses qui pourraient arriver, de familles qui jugeraient, alors qu'on s'est jamais caché de ça. On s'en est jamais caché médiatiquement de base, mais aussi à titre personnel, c'est-à-dire que pendant les anniversaires d'enfants, le truc où t'as tous les enfants qui courent chez toi et qui te démontent ta maison, on a toujours été 3 adultes. Tout le temps où on a eu cette relation longue ensemble, on était 3 adultes à la maison et c'est vachement plus pratique. C'est-à-dire que plus t'as d'adultes et mieux ça se passe, quoi. C'est une réalité. Fête d'école, pareil. En fait, c'est con, hein, mais j'ai 3 enfants et du coup, avoir 3 adultes, c'est quand même super pratique. Ça, c'est quelque chose de vachement valorisé dans notre société, le fait que ce soit juste aux parents de s'occuper de leurs enfants. On dit des trucs comme il faut un village pour élever des enfants et tout machin, mais dans la réalité des faits, c'est souvent les mères toutes seules. Et c'est un truc que tu découvres quand tu t'as des enfants, tu te dis j'aurai les grands-parents, les amis, tout le monde te dit je viendrai aider, mais en fait au final tu te retrouves vraiment beaucoup toute seule. Et le polyamour m'a permis de retrouver ce truc de modèle presque village. Alors un petit village, on était 3, hein, mais c'est quand même une différence, ça fait une vraie différence au quotidien. Et je l'avais lu en fait ça assez vite dans mes recherches. Du coup j'avais trouvé des adultes issus de foyers polyamoureux qui racontaient leur expérience et qui disaient à quel point ça leur avait apporté d'avoir plus d'adultes de confiance dans leur vie. Qu'il n'y avait pas juste leurs parents qui peuvent parfois être faillibles, en qui avoir confiance, il y avait aussi du coup les gens du polycule, et que quand ils étaient en crise d'ado, quand il y avait un problème et tout, ils allaient claquer la porte de chez eux pour aller chez un autre adulte du polycule pour pouvoir parler. Et il y avait toujours un adulte à qui parler. Et quand j'ai lu ces choses-là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux, c'est ce modèle-là que je veux, en fait, pour mes enfants. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire perdurer, et qu'on fait perdurer encore aujourd'hui, quoi. On avait une famille recomposée avant d'avoir une famille recomposée techniquement. Et donc, non, il n'y a pas eu de mauvais regard. Il y a eu des conversations, parce que les petits-enfants comprenaient pas, je crois qu'en primaire, en petite primaire, il y a eu des enfants qui ont dit, mais du coup, ta maman, si elle a un amoureux, c'est qu'elle aime plus ton papa. Et donc, du coup, conversation à la maison de est-ce que j'ai mal compris un truc, et on remet les choses à plat, mais rien de méchant. Ça aurait pu, hein, évidemment, mais on a pris ce risque-là. Et je pense que ça a payé. Il n'y a aucun parent qui a dit tu n'as pas le droit d'aller à l'anniversaire de ces enfants-là parce qu'il y aura 3 adultes. Genre vraiment, je n'ai aucun souvenir de gens qui étaient choqués de ça. Et au fait d'école, en fait, au contraire, tous ces gens qui se fantasment le polyamour, qui disent c'est des gens qui font des grandes partouzes, il y a ce truc très sexualisé tout de suite dans l'image qu'on en a, et bien du coup les gens voient qu'en fait c'est 3 adultes qui gèrent les tickets de tombola à l'école, à fête d'école, et qu'en fait c'est pas ni malsain, ni malaisant, ni rien du tout, et ça légitimise presque. Et du coup, juste pour revenir un peu plus sur la partie de tes relations, est-ce que, j'imagine qu'il y a eu aussi des questions de jalousie. Comment tu gères ça ? Comment est-ce que ton partenaire, ton mari, lui aussi avait d'autres relations ? Est-ce que c'était uniquement toi ? Parce qu'il y a, comme tu disais, plus de personnes, donc plus de sentiments aussi à gérer en même temps. C'est tout à fait le cas du polyamour. Le but du polyamour, c'est de dire si je peux aimer plusieurs personnes, toi aussi tu peux aimer plusieurs personnes.
Après, il y a une partie de choix, évidemment, et puis de rencontres, tout simplement. Et il s'avère que pour l'instant, j'ai toujours été en couple avec des personnes monoromantiques. C'est-à-dire des personnes qui sont convaincues, et c'est probablement vrai, qu'elles ne pourront pas tomber amoureuses de plusieurs personnes. Ça veut pas dire qu'elles peuvent pas avoir des relations amicales poussées, sexuelles avec d'autres gens, des relations comme ça, mais pas des relations amoureuses. Donc ça, c'est un cas de figure que je n'ai jamais vécu pour l'instant. Déjà, mais j'y suis prête, si ça arrive, il n'y a pas de problème. Sur la question de la jalousie, moi j'ai jamais été quelqu'un de très jaloux, de base, mais en fait, j'ai pris conscience assez vite que quand je ressentais de la jalousie, c'était uniquement lié à d'un problème de confiance en moi, en fait. Et c'est la base de la jalousie, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le couple, rien à voir avec ce que l'autre fait ou ne fait pas. C'est souvent parce qu'on se sent nulle, pas belle, trop vieille, tous les trucs qu'on peut être grosse, enfin tous les trucs que globalement la société nous renvoie aussi, parce que la société nous s'arrange pour qu'on n'ait pas confiance en nous, et donc du coup c'est de ça dont est la jalousie. Donc ça m'arrive encore de ressentir des petites pointes de jalousie, c'est quelques minutes, parce que je me suis levée un matin et je me trouve moche dans le miroir, et donc du coup si en plus on m'annonce qu'il y a une personne dans l'équation et qu'elle a 5 ans de moins que moi, je suis là genre je chouine 2 secondes devant mon miroir, et après je me dis mais en fait c'est bête, parce que du coup t'as aucune preuve que ça remette en cause quoi que ce soit, ça au contraire t'as quelqu'un qui t'aime en face de toi. Et donc je calme le jeu très très vite. Moi, c'est important qu'il y ait cette conscience, cette appréciation de ce sentiment qui passe, mais il faut qu'il passe, quoi. C'est un peu comme ce qu'on dit en méditation, les pensées passent, mais tu les laisses passer, bah c'est pareil. Faut pas que ça devienne un truc... c'est pas une expression d'amour, en fait, la jalousie. Il faut jamais que ça le soit, ça ne l'est pas. Ça c'est vachement valorisé comme ça. Et donc du coup, je pense que c'est important que les gens se disent, si je ressens de la jalousie et que j'estime que c'est comme ça que j'exprime mon amour, il faut que je travaille sur moi. Mais c'est un travail tout seul, quoi. C'est pas du tout un truc qui est lié au comportement de l'autre personne. Et est-ce que tu peux aussi avoir besoin d'être rassuré ou de rassurer? Parce que c'est pareil, dans un couple monogame classique, en général, on a un peu ce truc aussi de il faut montrer qu'on aime, il faut le prouver, et si on ne montre pas ou pas assez souvent, ça veut dire qu'il y a du désintérêt. Donc quand tu as plusieurs personnes dans l'équation, est-ce que ça peut pas être renforcé aussi? Alors du coup, il y a un truc assez cool avec le polyamour, c'est qu'il n'y a pas de routine, enfin en théorie. Moi, ce que j'ai découvert, j'ai 2 très longues relations à mon actif en monogamie exclusive, et en fait, il y avait beaucoup de routine, il y avait beaucoup ce truc de bon bah alors on sort du boulot, après peut-être on se sert un petit verre, et puis on regarde le programme télé du soir qui est toujours le même, soirée Koh-Lanta, soirée Top Chef, soirée série télé que tout le monde regarde, et après on va se coucher parce qu'on est crevé, et après la journée recommence. Et donc il y a ce que j'ai trouvé dans la monogamie exclusive, c'est qu'il y avait ce sentiment justement de jamais être sûr que l'autre a vraiment envie d'être avec nous en train de vivre ce moment-là, parce qu'on n'a pas le cerveau allumé, on n'est pas du tout en train de partager un vrai moment de qualité. Donc dans le polyamour, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert que le fait d'être avec la personne avec qui j'étais à l'instant T était l'expression de mon amour, était un consentement. Quand je suis avec quelqu'un, je consens vraiment à être là, et je suis là de manière active. Ça veut pas dire que je fais pas des soirées Top Chef, ça veut dire que quand je les fais, je sais pourquoi je suis là et pourquoi je suis contente de la partager avec cette personne. C'est pas 100% du temps, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où voilà, c'est comme ça, c'est normal d'être faillible, mais globalement c'est ça. Moi, quand j'étais avec 2 relations à 100%, bah justement je faisais l'effort conscient de me dire je pars de cette maison pour aller vers l'autre maison, j'allais toujours vers quelqu'un, et donc du coup la personne, quand j'étais là, savait que je l'aimais et que j'étais heureuse d'être là, en fait. Et ça change tout, parce que t'as beaucoup moins le sentiment de devoir être rassurer l'autre. Rien que le fait d'être là, et c'est la preuve que tu aimes et que t'es content d'être là. Et du coup, ça remet un peu en perspective ce truc de choisir ses relations et de pas en fait juste laisser la vie passer et se dire bon bah voilà, je suis là, on a des enfants et on y va jusqu'au bout sans se poser de questions. Bah, il faut accepter qu'aujourd'hui, pour la majorité des gens, les histoires d'amour ne durent pas toute la vie. On a les statistiques de divorce, on a les statistiques de séparation. On sait que pour la majorité des gens, encore une fois, pas pour tout le monde, les histoires s'arrêtent. Ça fait partie de la vie. C'est important aussi de se dire que du coup, si ça s'arrête, il faut que ça s'arrête au mieux, avec du respect, dans le respect. Ça veut dire aussi que le temps qu'on passe ensemble, il faut le vivre à 100% et l'apprécier pour ce qu'il est. C'est un changement en fait, c'est vraiment un changement de paradigme total, parce que du coup moi j'ai vraiment grandi avec cette image très années 80 de la princesse Disney. Je vais rencontrer quelqu'un, on va passer notre vie ensemble. Je n'ai connu que autour de moi, dans ma famille, personne n'avait divorcé.
Donc ce truc très on passe la vie ensemble. Et après, pareil, autour de moi, personne n'avait divorcé, mais il y a certains couples où du coup tu peux quand même te poser la question de quand est-ce que l'amour a disparu ou est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui, tu vois. J'ai vu des gens qui s'aimaient encore à 80 ans, mais j'ai vu aussi des gens à 40-50 ans, t'as un doute, tu vois. Et donc c'est quand même pas... Je trouve que c'est pas forcément un bon signal à envoyer aux enfants, par exemple. Moi, en tant qu'enfant, en tout cas, ça m'a un peu fucké la tête de me dire, il y a des adultes qui peuvent passer leur vie l'un à côté de l'autre et en fait, ils supportent à peine. C'est quand même horrible d'imaginer une vie comme ça, c'est quasiment de la prison, quoi, c'est atroce. Donc du coup, je pense que ça m'a mis longtemps à déconstruire cette chose-là. C'est pas le goal, le but, l'objectif total de ta vie, c'est pas de passer la majorité de ton temps avec la même personne à tout prix, même si du coup tu t'entends plus avec cette personne et même s'il y a plus d'amour. Une fois que t'acceptes ça, en fait, tu te dis, même si l'histoire dure 6 mois, on va faire que ce soit les 6 mois les plus fous, les plus cool, les plus beaux qu'on ait vécu et garder un bon souvenir de cette histoire, quoi. Ça veut pas dire que parfois tu souffres pas, ça veut pas dire que parfois les ruptures font pas du mal, mais pour le coup, t'as ce sentiment d'être vivant et ce sentiment d'avoir vécu quelque chose. Plutôt que, moi, il y a des histoires qui ont duré 6 mois qui m'ont apporté 1000 fois plus que des histoires qui ont duré 7 ans ou 8 ans. Donc, voilà. C'est aussi ce rapport-là aux choses, aux gens, essayer de donner le meilleur de toi-même et essayer de prendre aussi, d'avoir ce truc de vrai, de conscience de ce qui se passe et de la relation, et pas juste alors ça y est, on s'est installé ensemble, je mets mes chaussons et on est parti pour les 50 prochaines années, quoi. C'est pas du tout la même façon de voir les choses. Aujourd'hui, Lucille, t'as pas mal d'années d'expérience en polyamour. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se rend compte qu'il tombe amoureux d'une autre personne, qu'il aime plusieurs personnes, et qui n'a pas forcément un partenaire qui est réceptif à ça? Est-ce que toi, tu as des tips à donner? Peut-être que tu en as parlé dans ton livre, du coup, et que tu n'as pas forcément envie de tout dévoiler à notre micro. Mais est-ce que, oui, tu aurais des conseils à donner? Est-ce qu'on force la chose, même si je pense pas que ce soit forcément la bonne solution? Ou est-ce que il y a des choses à faire, à expliquer? Parce que c'est peut-être aussi, tu nous diras ce que t'en penses, mais peut-être des angoisses aussi qui font qu'on n'est pas ouvert à ça et que on peut être complètement freiné et dire à la personne, je suis pas d'accord, je comprends pas ce qui est en train de se passer pour toi. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller du coup pour ces personnes-là? Je pense que c'est important une personne polyamoureuse ou qui se sait polyamoureuse et qui ne peut pas être en couple avec quelqu'un qui ne croit pas au polyamour et ne valide pas le polyamour. Le principe du polyamour, c'est que tout le monde est consentant et est ok avec ça. Donc déjà, il y a ce problème, c'est un peu ce deal breaker important. Après, quand on se découvre polyamoureux, qu'on est déjà en couple et que la personne en couple n'en a jamais entendu parler non plus et qu'elle comprend pas pourquoi ça lui tombe sur la tête comme ça, ce qui est tout à fait compréhensible et normal, je pense qu'il faut expliquer que du coup c'est un cheminement qu'il faut faire à deux, qu'on peut accompagner ce cheminement et pas qu'on impose quelque chose. Il y a la question de, par exemple, on peut partager des livres. On peut déjà commencer par lire La salope éthique, qui est un livre référentiel sur les rapports amoureux, même malgré son titre, qui peut bloquer certaines personnes. C'est vraiment un livre brillant sur les rapports éthiques et amoureux. On peut rencontrer d'autres polyamoureux. Il y a quelque chose qui s'appelle les cafés poly. C'est des apéros dans les grandes villes de France. Il y en a de personnes qui se retrouvent juste pour parler d'expérience, parler de ce qu'elles ont vécu, donner des conseils, prendre des conseils. Et donc si on est débutant là-dedans, qu'on sait pas du tout comment ça se passe, on peut aller dans ces cafés, se présenter, donner son cas de figure en fait presque, et voir ce que les gens ont à nous dire là-dessus. Il y a vraiment cette force du collectif dans le polyamour importante. Il y a des comptes Instagram, on peut envoyer des messages à des gens. Il faut pas hésiter, en fait. Il faut pas se laisser être tout seul. Moi, à mon époque, j'étais vachement toute seule. J'avais une seule personne que je connaissais polyamoureuse. C'était une personne qui était artiste dans le tatouage, dans un milieu hyper trendy, machin, dans lequel moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Donc, en fait, je me disais, c'est pas pour les gens comme moi. En fait, il faut se dire que ça concerne tout le monde. Toutes les franges de la société, en tout cas. Tous les âges aussi, et du coup il faut pas hésiter à aller parler à ces personnes quand elles en parlent sur les réseaux de manière ouverte. Il y a aussi la BD de Cookie Calcaire, d'Amour et d'eau fraîche. Il y a vraiment plein de choses, plein de matériel à différents niveaux, c'est-à-dire d'intellectualisation, de réflexion là-dessus, pour expliquer qu'en fait c'est pas si grave, c'est même ok, c'est quelque chose qui peut être assez positif pour tout le monde. Après, si la personne en face est totalement fermée, si on est
en couple avec quelqu'un qui dit non, ça c'est pas du tout pour moi, je suis monoromantique, mais j'accepte pas non plus d'être en couple avec quelqu'un qui n'est pas comme moi, et ben là, malheureusement, je suis désolée, il y a un deal breaker fort qui est que on peut pas l'imposer, on peut pas faire les choses dans le dos des gens, et ça veut dire aussi que cette personne possiblement ne va pas respecter nos autres relations, et ça c'est assez grave aussi. Donc en fait, quand c'est comme ça, je suis désolée, comme dans d'autres cas de figure, on peut pas rester avec les gens. C'est normal, hein, il faut accepter, faire son deuil de ces choses-là. Mais avant ça, encore une fois, il y a plein de lectures qu'on peut faire ensemble, plein de discussions qu'on peut avoir, plein de gens qu'on peut rencontrer. Et c'est important de le faire ensemble, je trouve, au début, quand on est dans une relation déjà établie, parce que tout le monde va grandir ensemble avec ça. Comme ça, après, ça permet d'avoir les éléments pour prendre une décision, ce que je pense être la meilleure chose à faire, quoi. Et puis c'est ce que tu disais, en fait, il faut y aller pas à pas et certainement qu'il y a des compromis qui peuvent être trouvés aussi. L'idée, c'est comme tu disais, de pas imposer dans un sens ou dans l'autre et peut-être que tu peux trouver un terrain d'entente, quelque chose qui convient un peu à tout le monde. C'est à tout le monde de mettre ses règles. Dans le polyamour, tout le monde est égal là-dessus. Le consentement de tout le monde est important et vaut à la même valeur. Et donc, c'est important de se dire que c'est pas juste le polyamoureux ou la polyamoureuse qui donne les règles et qui les impose aux autres. C'est à tout le monde de dire, en fait, ma règle à moi, c'est ça. Et il n'y a pas de mauvaise règle. Il n'y a pas de règle super con. Récemment encore, on me racontait que, je fais un petit clin d'œil, il y a quelqu'un qui m'a dit que il y a une règle dans un couple, c'était pas dans le même pays. Et ça nous avait fait rire sur le coup, mais je trouve ça génial parce que c'est une règle qui probablement a du sens dans la relation, leur mode de vie. Mais en fait, quand on l'écrit, on se dit, en fait, ça paraît super con. Mais il n'y a pas de mauvaise règle. Comme ma règle des 24 heures et ma règle à moi, ça peut être des règles de santé mentale aussi, de se dire, en fait, par exemple, je ne veux pas que la personne vienne chez nous, le domicile, le foyer, c'est un truc qui est sacré. Ça, c'est tout à fait entendable, par exemple. Il y a 1000 règles qu'on peut avoir. L'important, c'est, encore une fois, de les respecter. Dans le cadre du polyamour, comme dans le cadre du couple libre, les règles, elles sont là pour permettre un cadre. Et si on les respecte, on n'est pas dans la tromperie. Par contre, si on commence à faire en dehors des règles qui sont établies, là, on est dans la tromperie et là, il y a un problème. Ce qui est pas du tout du polyamour et ce qui est pas cool dans le cadre du couple libre. Donc, je pense que c'est important de se poser au contraire et de se dire quelles sont les règles qui te paraissent les plus importantes pour toi. Par exemple, ça peut être aussi l'autre personne. Je me sens pas ok avec le fait que t'aies couché avec quelqu'un dans la journée, par exemple. C'est un truc dans l'autre sens qui peut tout à fait s'entendre. Vraiment, il y a plein de trucs qu'on peut établir. Et puis après, on en fait ce qu'on en veut. C'est-à-dire qu'à l'utilisation, on se rend compte que cette règle-là, elle ne vient jamais sur le tapis parce que le cas de figure n'arrive jamais sur le tapis et c'est pas grave. Soit on la garde parce que c'est marrant, soit on la fait sauter. Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver parce qu'il va y avoir des conflits, évidemment. Il va y avoir des petites crises de souffrance, de jalousie, de pics d'émotions. Et là, il faut, pareil, se reposer autour de la table et de manière apaisée, remettre une règle. Le but de la règle, c'est pas la punition. C'est pas enfermer l'autre, c'est pas bloquer l'autre, c'est pas dire, en fait, moi, du coup, j'ai le droit de... T'as mis une règle, du coup, je peux en mettre une. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Par contre, c'est important de mettre des règles dans lesquelles on se sent bien et qui vont nous permettre de vivre les choses sereinement. C'est vraiment cette optique-là qu'il faut avoir. Mais il faut pas hésiter à mettre le maximum de règles, justement pour après les enlever peut-être si on n'en a pas besoin, en fait. Je pense qu'on a déjà fait quand même un bon tour et on mettra le lien vers ton livre et tout ce que tu nous as conseillé. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur le sujet dont on n'aurait pas encore parlé ? Moi, je pense que tout ça, il est question d'amour, en fait. Et c'est important de le dire aux gens. Le polyamour, c'est pas une mode, c'est pas qu'une question sexuelle, c'est pas quelque chose c'est pas une nouvelle forme de version bourgeoise de la tromperie à l'ancienne, vaudevillienne. C'est vraiment une question d'amour, d'être fier de l'amour qu'on ressent, de fier des relations qu'on a. Et donc, les gens polyamoureux sont pas non plus complètement déconnectés des contingences matérielles déjà, de la société, des problématiques qu'il y a quand on est des parents, par exemple. Moi, je sais qu'on m'a beaucoup reproché du coup, de m'en fiche d'avoir des enfants qui seraient après, qui devraient faire des thérapies, qui seraient mal, qui seraient déstabilisés psychologiquement. Le bien-être de mes enfants, c'est toujours la première chose à laquelle je pense en tant que mère, et je pense que je suis pas la seule dans ce cas. Et donc, du coup, pour moi, le polyamour, c'est justement me soucier un maximum de ce que ressentent les gens que j'aime,
Donc il y a un truc dont on n'a pas parlé, une toute petite notion, je fais une parenthèse, c'est la compersion. La compersion, c'est le sentiment de bonheur et de joie qu'on peut ressentir quand quelqu'un qu'on aime ressent du bonheur et de la joie. De manière très schématique, c'est ce que ressentent par exemple les libertins quand leur partenaire a un orgasme incroyable sans eux dans le club par exemple. Mais ça peut être aussi, moi je donne souvent cet exemple pour le désexualiser. Mon compagnon qui est pas là en ce moment, peut-être que ce midi il va manger la meilleure mousse au chocolat de sa vie. Il va m'appeler ce soir, il va me dire oh trop bien, je mangeais la meilleure mousse au chocolat de ma life, c'était trop bien. Et plutôt que d'avoir ce sentiment de pourquoi j'étais pas là, pourquoi moi j'ai pas vécu ça, pourquoi j'étais pas avec lui, eh bien je vais me dire mais trop bien. T'as eu trop raison et je suis trop heureuse pour toi de savoir que tu vis des moments trop bien même quand je suis pas là. Et ça, c'est la compersion, c'est un sentiment qui est hyper important chez les polyamoureux. Et après, on finit, une fois que ça rentre dans notre système, on finit par le ressentir pour tout, pour tous. On n'a plus ce sentiment de jalousie à devoir, à ce que tout nous appartienne et à ce que tous les moments de kiff, on soit présents là pour les contrôler, là pour les vivre aussi. On accepte que le monde coule aussi à côté de nous et qu'il puisse y avoir des beaux moments à côté de nous, ce qui est quand même aussi très chouette parce que les beaux moments ils nous nourrissent aussi. Quand quelqu'un de polyamoureux vit une relation qui marche très bien et il ou elle rentre chez elle quand il a une autre relation à domicile, et bien du coup tout ce bonheur, tout cet amour, tout ce kiff même sexuel rejaillit sur l'autre relation. On a envie de continuer à faire durer ces moments de plaisir et ces moments de bonheur. Donc pour moi il y a vraiment que toutes ces choses-là très positives, elles font partie du polyamour et je pense que c'est important de les remettre en avant plus que des giga partous, plus que des trucs de baba cool des années 70. Je pense que c'est important de remettre ça en avant. C'est très con de dire ça, mais c'est que de l'amour en fait. Merci beaucoup, Lucille. Merci. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions sur le sujet, sachez que vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à vous rapprocher d'autres personnes qui pourront vous aider à répondre à vos questions. Notons que le livre de Lucille est également une source d'information. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les meufs!